Quand on pense à Berserk, on pense tout de suite à la violence, à cette lutte désespérée pour la survie, à une ambition tellement dévorante qu'elle consume tout sur son passage. Mais et si tout ça, toute cette noirceur, n'était en fait que l'illustration d'une des philosophies les plus radicales du XIXe siècle? Et si Kentaro Miura, à travers le destin de Guts et Griffith, nous avait offert, peut-être même sans le savoir, une pure tragédie nietzschéenne? Et croyez-moi, cette phrase de Quentin Boéton, c'est tout sauf une blague, c'est un véritable avertissement. Parce que se pencher sur Berserk, ce n'est pas juste analyser une histoire, non. C'est accepter de regarder en face des vérités qui dérangent, des choses très inconfortables sur l'ambition, la souffrance, et au fond sur ce que ça veut dire être humain. C'est une œuvre qui vous résiste, qui vous force à plonger le regard dans l'abîme. Et pour en comprendre le sens, eh bien, comme Guts, il faut accepter que ça fasse un peu mal. Alors, pour y voir plus clair dans ce labyrinthe philosophique, voilà le plan de route. D'abord, on va poser les bases, voir comment l'œuvre de Miura et la pensée de Nietzsche dialoguent de façon absolument fascinante. Ensuite, on va plonger au cœur des concepts clés, la fameuse volonté de puissance, le moteur de nos personnages. Puis, on verra comment cet élan se heurte au mur du destin avec la figure du surhomme face à la causalité. On va aussi décortiquer la critique au vitriol de la morale et de la religion, avant de voir comment, malgré tout, l'œuvre est un grand oui à la vie. Et enfin, on terminera en célébrant le génie de Miura, ce véritable alchimiste de l'imaginaire. D'un côté, on a Berserk. C'est plus qu'un manga, c'est un monument. Une épopée de dark fantasy, d'une noirceur, parfois insoutenable, mais qui est aussi traversée par une beauté et une mélancolie incroyables. C'est l'histoire de Guts, le guerrier noir, dont la vie n'est qu'une suite de carnage et de trahison, dans un monde où les hommes sont souvent pires que les monstres. Et c'est l'œuvre d'une vie, celle de Kentaro Miura, un génie qui ne se contentait pas de dessiner, mais qui sondait les profondeurs de l'âme humaine. Et de l'autre côté, Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, celui qui a fait exploser les vieilles idoles de la morale occidentale. C'est lui qui a posé le diagnostic « Dieu est mort ». Et attention, ce n'est pas un cri de joie, c'est un constat terrifiant. C'est l'effondrement de tout ce qui donnait un sens au monde, laissant l'humanité face à un vide, face à l'absurde. Alors, soyons clairs. Notre but, ce n'est pas de dire que Miura lisait Nietzsche avant de dormir, on n'en a aucune preuve. Non, notre démarche est d'utiliser la philosophie de Nietzsche comme une clé, comme une grille de lecture pour ouvrir les portes les plus profondes de Berserk. Et vous allez voir, la clé rentre dans la serrure avec une précision assez bluffante. Allez, on attaque avec le cœur du réacteur. Le concept qui est partout chez Nietzsche et comme par hasard, qui semble animer chaque case, chaque personnage de Berserk. Alors, c'est quoi cette fameuse volonté de puissance? Attention, ce n'est pas juste vouloir dominer les autres, c'est bien plus profond que ça. C'est la pulsion de base de tout ce qui existe. C'est cette force qui pousse chaque chose à s'affirmer, à grandir, à aller au-delà de ses propres limites. Ce n'est pas juste une volonté de vivre, de survivre, non. C'est une volonté de se dépasser. Et cette petite nuance, elle change absolument tout pour comprendre Guts et Griffith. Griffith, c'est l'exemple parfait de cette volonté de puissance tournée vers l'extérieur, vers la conquête. Vous vous souvenez de cette scène mythique près de la fontaine? Il dit qu'un véritable ami, pour lui, c'est un égal, quelqu'un qui a son propre rêve et qui est prêt à tout risquer pour. En réalité, il place son rêve au-dessus de tout et de tout le monde. Sa volonté est si totale qu'elle le mène à l'impensable, sacrifier tous ses compagnons, son humanité, pour se dépasser et devenir femto. Il ne veut pas seulement exister, il veut devenir un dieu. Et Guts, c'est tout l'inverse. Sa volonté de puissance est intérieure, elle est brute. Après l'éclipse, sa survie, ce n'est pas juste de la chance ou de la résilience. C'est un acte de défi pur. C'est un non hurlé à la face d'un destin qui voulait l'écraser. Son but n'est pas de conquérir un royaume, mais de s'affirmer, de prouver qu'il existe malgré tout. C'est ça, l'affirmation de la vie, même dans la pire des tragédies. Logiquement, cette envie de se dépasser nous amène à un autre grand concept de Nietzsche, l'idéal du surhomme. Mais que peut un seul homme, même avec la plus grande volonté du monde, face à une force qui semble tout contrôler? Une force que Berserk appelle la causalité. L'Ubermensch, le surhomme, attention, on ne parle pas d'un super-héros en cape, pas du tout. C'est la réponse de Nietzsche au vide laissé par la mort de Dieu. Dans un monde qui n'a plus de sens donné d'en haut, la plupart des gens s'effondrent ou se contentent d'une petite vie confortable. Le surhomme, lui, c'est celui qui regarde ce vide dans les yeux, qui accepte l'absurdité de tout ça et qui décide de créer son propre sens, ses propres valeurs. C'est un créateur, un artiste de sa propre vie. Et là encore, le duel Guts-Griffith est une illustration parfaite de cet idéal. Griffith, c'est la version pervertie du surhomme. Pour lui, créer ses propres valeurs veut dire jeter à la poubelle toute morale, toute empathie. Sa transcendance le rend inhumain. Il se place au-dessus des hommes pour les dominer, pas pour les élever. Guts, lui, c'est une quête beaucoup plus authentique et bien plus difficile. Sa lutte, ce n'est pas pour dominer le monde, mais pour se dominer lui-même, pour maîtriser la bête qui sommeille en lui.
Il forge un nouveau sens à sa vie, non pas en écrasant l'humanité, mais en la protégeant, à travers Casca et ses nouveaux amis. Son rêve, c'est un petit feu de camp au milieu d'une nuit sans fin. Et c'est là que Berserk devient encore plus angoissant. Parce que si Nietzsche croit en la force de l'individu, Miura, lui, le met face à un adversaire absolument terrifiant, la causalité. En gros, le déterminisme total. Le système de Berserk est d'une richesse folle. Tout en haut, il y a l'idée du mal. Et ce qui est génial, c'est son origine. Ce n'est pas un dieu qui existe de toute éternité. Non. Il est né de l'inconscient collectif des hommes, de leur besoin d'avoir une explication à leur souffrance. C'est une idée profondément nietzschéenne. L'homme a créé le dieu qui l'écrase. Et ce dieu tisse la causalité, une sorte de fleuve du destin où tout est déjà écrit. Les Goden ne sont que les gardiens de ce fleuve. Ils s'assurent que personne ne sort du courant. Et au milieu de ce mécanisme d'horlogerie parfait, il y a un grain de sable, un bug dans la matrice. Guts. Le Skull Knight l'appelle le Struggler, celui qui se débat. Le simple fait qu'il ait survécu à l'éclipse, c'est déjà une anomalie. Il est ce poisson qui essaye de remonter une cascade gigantesque. Chaque combat, chaque jour de survie, ce n'est pas juste une lutte contre des monstres, c'est un acte de rébellion métaphysique contre l'idée même que tout est joué d'avance. Dans ce monde sans Dieu, qui impose les règles? Les institutions humaines, bien sûr. Et c'est là que Miura rejoint Nietzsche dans une critique absolument féroce de la religion organisée. Pour bien comprendre ça, il faut saisir une idée clé de Nietzsche. Pour lui, il y a deux types de morale. La morale des maîtres, celle des forts. Ce qui est bon, c'est ce qui est puissant, fier, ce qui dit oui à la vie. Et puis il y a la morale des esclaves. Elle naît chez les faibles, les opprimés. Et son moteur, ce n'est pas l'amour du prochain, c'est le ressentiment. Comme ils ne peuvent pas gagner à la loyale, ils inversent les valeurs. La force des maîtres devient le mal, et leur propre faiblesse, leur soumission, devient le bien. La pitié, le pardon, ce sont des armes pour désarmer les forts et prendre le pouvoir. Et Berserk est une démonstration parfaite de cette psychologie. Prenez l'inquisiteur Mosguz, c'est le cas d'école. Regardez-le quand il torture. Chaque coup est une prière, chaque hurlement est la preuve que le démon est là. Sa cruauté sadique est totalement justifiée, sanctifiée par sa foi. Il ne se voit pas comme un monstre, mais comme un sauveur. Ou Farnèse Bébu. Sa dévotion est une façade qui se fissure de partout. Son obsession pour le feu, ses transes presque orgasmiques en voyant des hérétiques brûlés, tout ça trahit des pulsions violentes et refoulées que sa religion lui permet de canaliser. Dans Berserk, la religion n'est pas une quête de sens, c'est un outil de contrôle qui recycle les pires instincts humains en actes de vertu. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste dans ce monde de brutes? Pour Nietzsche, comme pour Murat, il reste une possibilité. Dire oui à la vie. Non pas malgré la souffrance, mais avec elle. C'est ce qu'on appelle l'affirmation tragique. Mais attention, le chemin est dangereux. Parce que celui qui combat les monstres doit faire attention à ne pas en devenir un lui-même. Nietzsche était obsédé par la tragédie grecque. Pourquoi? Parce qu'elle ne fuyait pas l'horreur. Au contraire, elle la mettait en scène. Le destin, la cruauté, la souffrance. Et grâce à l'art, à la beauté de la mise en scène, cette horreur devenait supportable, et même belle. L'art ne cache pas la douleur, il nous permet de la regarder en face. Et en ce sens, Berserk est une tragédie moderne. Le dessin sublime de Miura nous permet de contempler l'horreur de l'éclipse et d'en ressortir non pas détruit, mais fasciné par la volonté de Guts. L'art, c'est ce qui nous permet de regarder l'abîme sans y tomber. Et Guts, c'est l'incarnation de cette fameuse phrase de Nietzsche. Quand tu regardes au fond de l'abîme aussi regarde en toi. L'abîme de Guts, il a un nom, la bête des ténèbres. C'est sa rage, sa haine pure. Et l'armure du berserker, c'est la concrétisation de ce pacte avec le diable. Pour tuer les monstres dehors, il doit libérer le monstre qui est en lui. Mais à quel prix? L'armure l'empêche de sentir la douleur. Elle le coupe de son humanité. La bête lui souffle en permanence de tout abandonner pour la vengeance, même Casca. Le véritable combat de Guts, ce n'est plus contre les démons. C'est une guerre civile à l'intérieur de lui-même, à chaque seconde. Et ses compagnons sont le dernier fil qui le retient de basculer complètement. Alors, comment on conclut après un voyage pareil? En rendant hommage au génie de Kentaro Miura. Parce qu'il n'est pas un prof de philo qui fait des dessins. C'est un artiste, un poète, un alchimiste qui a réussi l'exploit de transformer des idées abstraites en une expérience viscérale. Le mot alchimiste, c'est vraiment le bon. Miura ne nous a pas fait un cours sur la volonté de puissance, non, il nous a fait sentir l'ambition de glace de Griffiths et la rage de vivre de Guts. Il n'a pas fait une dissertation sur la morale des esclaves, il nous a fait frissonner devant l'hypocrisie de Mosguz. Il ne nous a pas expliqué ce qu'est l'abîme, il nous a jetés dedans avec son héros. Il a transformé la philosophie en chair, en sueur, en sang et en larmes. C'est ça son génie. Créer une œuvre qui nous fait affronter, pas avec notre tête, mais avec nos tripes, les plus grandes questions de la condition humaine.
Au final, la question reste là, en suspens, en nous montrant cet homme, seul, brisé, mais qui continue de se relever encore et encore contre le destin, contre les dieux et surtout contre lui-même. Berserk devient plus qu'une histoire, ça devient un miroir. Et si, comme Guts, la seule vraie liberté, ce n'était pas de trouver un sens qui nous serait donné, mais d'avoir le courage de le construire nous-mêmes, brique par brique, dans la lutte et la souffrance, face à un monde qui fondamentalement n'en a aucun.